Salia, Marc et bien entendu toi aussi, Jérôme. À la fois merci donc pour cette invitation et puis bravo pour votre implication dans la campagne. Alors c'est vrai que quand je regarde que j'ai été élu à l'Assemblée des Français de l'étranger, avant au Conseil supérieur des Français de l'étranger depuis 94, hein, donc ça fait déjà un petit morceau de temps. Effectivement, depuis le temps, j'ai eu le temps d'observer le réseau consulaire. En fait, quand on la ligne des mandats les uns derrière les autres, finalement, au bout d'un certain moment, on a à peu près autant vu de choses, même si c'était pas au quotidien comme un consul, que finalement un consul qui a déjà pas mal d'années d'expérience. Et c'est vrai qu'en plus, quand on siège à l'Assemblée des Français de l'étranger d'une part pendant quelques années, et je l'ai fait longtemps, bah finalement, en fait, on apprend beaucoup à la fois on observe les services consulaires quand on est à l'étranger, mais quand on est à la FE, on a aussi directement des relations avec les responsables de la direction des Français à l'étranger qui pilotent l'ensemble du réseau consulaire et ça nous donne une vision un peu différente et complémentaire à ce qu'on peut vivre dans les postes. Et puis, quand on a la chance quand on a la chance d'avoir été parlementaire, on a pu voir aussi la manière dont les choses se passent dans vraiment différents pays du monde. Donc, euh, si le sujet c'est de parler des services consulaires, je dirais en fait que globalement dans le monde, il y a deux types de services, hein. Il y a toujours les chancelleries consulaires qui sont parfois sous l'autorité de l'ambassadeur avec un chef de service consulaire et parfois des consulats généraux. En Allemagne, donc vous avez à la fois la chancellerie à Berlin qui est aussi compétente pour Hambourg où il y a un consulat général d'influence. Francfort avec Düsseldorf et Saarbrück et Munich avec Stuttgart. Et puis vous avez tout un certain nombre de consuls honoraires avec des compétences différentes suivant et qu'ils sont de nationalité française ou pas. L'ensemble des services consulaires et de l'activité consulaire, elle est budgétée pour ce qui est de tous les moyens d'intervention, c'est-à-dire pas le personnel. Les personnels ont été sortis du programme 151, donc l'ensemble des services consulaires, c'est le programme 151 de la mission Action extérieure de l'État, dans la loi de finances et dans le budget de l'État. Le budget de l'État se décline par mission et par programme. Et donc, en fait, les programmes sont dans des missions. La mission Action extérieure de l'État a trois programmes. Le programme Présence de la France dans le monde, l'action ça doit être administration consulaire, action et les services consulaires, et puis après il y a tout ce qui relève de la politique culturelle. Et donc le programme 151 est sous la responsabilité de la direction des Français à l'étranger. Euh, En réalité, les activités, on peut les lister, même si après, en fait, il va y avoir des déclinaisons et des poids très différents suivant les endroits. D'abord, l'ensemble de la protection consulaire et la sécurisation des Français. Un certain nombre de services administratifs, la délivrance de cartes d'identité, la délivrance ou le suivi des questions d'état civil, les questions d'aide sociale et de caisse des Français de l'étranger, l'accès au réseau AEFE, les questions d'adoption internationale, l'organisation des élections et la délivrance des visas pour les étrangers. Donc il y a une activité qui n'est pas une activité qui est une activité consulaire, mais qui n'est pas une activité orientée vers les Français de l'étranger, mais par les étrangers qui souhaitent rentrer, qui souhaitent venir en France. Avec là-dedans les visas à la fois Schengen, les courts séjours, hein, compétences européennes, et les visas territorialement limités ou de compétences nationales, c'est-à-dire les visas long séjour. Bien entendu, vous pouvez imaginer que suivant les pays, l'importance des différents sujets et le nombre d'activités des consulats est très différente. Dans un pays de l'Union européenne, on ne va pas avoir un gros sujet sur la délivrance de visas. Il va y en avoir un peu, mais il n'y aura pas grand-chose. Par contre, un pays comme l'Algérie, pour un consul général, la délivrance des visas, c'est la partie la plus importante et la plus chronophage et la plus grosse de l'activité consulaire. Donc, bien entendu, ça va dépendre. De la même manière, les questions d'action sociale vont différer suivant le type de population française. Entre Madagascar, avec énormément de binationaux qui sont souvent en situation de précarité et aucune politique sociale dans le pays de résidence, l'action sociale du consulat va revêtir une importance bien plus importante qu'en Allemagne et dans l'Union européenne. Et puis après, il y a la question de tout ce qui est carte d'identité, passeport, état civil. Parce que même si là, pour le coup, les compétences sont les mêmes, elles ne s'exercent pas de la même manière dans un pays où le fonctionnement de la machine administrative est correct, et dans les pays où il y a énormément de fautes, de fraudes, un état civil pas sérieux. Et bien entendu, de ce point de vue-là,
ça va largement compliquer ou non la tâche des consulats. Ensuite, voilà, il y a des questions d'adoption, les questions d'état civil peuvent être très, très différentes. Donc, vous pouvez imaginer combien c'est différent. Mais même les questions d'état civil dans l'Union européenne peuvent avoir des aspects différents, parce que l'état civil, par exemple, dans un pays où il est possible d'avoir des questions d'adoption et des questions, par exemple, le mariage entre personnes de même sexe, va avoir des effets sur l'état civil dans un pays de l'Union européenne, et un autre pays de l'Union européenne va refuser cet état civil-là. Donc en réalité, et en particulier pour les questions de filiation, même dans les pays de l'Union européenne, il peut y avoir des sujets qui peuvent être un petit peu compliqués pour les consulats et aussi pour les Français. Donc voilà ce que je pourrais dire un petit peu rapidement, hein. Maintenant, on pourrait aussi parler on pourrait rentrer de manière un peu plus importante dans le budget. On pourrait parler de l'actualité actuellement de France Consulaire, hein, qui a été mis en place petit à petit dans maintenant 146 pays, qui, à mon sens, est finalement quelque chose qui est assez problématique. Ça essaye de répondre à une baisse des moyens des consulats, qui sont plus capables de répondre au téléphone. Donc, on fait une réponse centralisée téléphonique. Mais si on fait une réponse centralisée téléphonique, finalement, les consulats vont plus avoir la capacité d'avoir une relation directe avec les Français. Donc, il va y avoir une perte de lien. Et s'il y a une perte de lien, finalement, les Français derrière vont se dire, mais à quoi sert le consulat? Ils vont plus s'inscrire et on est dans une espèce de cercle vicieux que moi j'observe en Pologne en tout cas. C'est-à-dire que là où on a fermé le consulat de Cracovie pour en faire un consulat d'influence, les Français pensent qu'ils n'ont plus de consulat et donc à partir de là se désinscrivent de la liste du registre des Français. Et si on se désinscrit du registre des Français, ben, bien entendu, il y a moins de personnes qui sont inscrites, donc on justifie moins de personnel dans les consulats, et c'est un espèce de cercle vicieux qui est engendré comme ça par la baisse des moyens et l'incapacité finalement d'être en proximité vis-à-vis des Français, même si, bien entendu, on ne peut pas être contre la dématérialisation. Il y a toute la question de l'état civil, mais peut-être qu'on pourra y revenir en fonction des sujets que vous voulez aborder. Après, peut-être que bon, j'ai été déjà assez long, donc je ne vais pas parler des questions budgétaires, à moins que vous souhaitiez que on les aborde spécialement. Ce que je peux vous dire hein, rapidement, c'est que le budget 151, ça représente, sans les budgets sans les charges de personnel, 4% du budget de la mission Action extérieure de l'État, donc finalement pas grand-chose pour la diplomatie. Et si on rajoute les questions, si on rajoute les personnels, là pour le coup, ça va représenter autour de 12% de l'ensemble du budget des affaires étrangères. Merci Jean-Yves. Je voudrais rebondir peut-être sur un sujet que tu as évoqué directement, donc pas forcément prendre les sujets dans un ordre précis, mais tu as évoqué France Consulaire. Et je voudrais revenir un peu sur ce challenge de l'accès justement aux services publics pour les Français de l'étranger, pour les services publics consulaires. Il y a eu les consultations menées lors des assises de la protection sociale des Français de l'étranger, et il y a eu un certain nombre de contributions qui ont alerté sur la rupture numérique, notamment pour les personnes âgées ou les publics un peu plus précaires. Donc, une question que j'aimerais te poser, et tu as déjà un peu évoqué, mais peut-être si on va un peu plus sur le détail, comment est-ce que tu penses qu'on peut moderniser les services consulaires sans abandonner les Français les plus fragiles ou les moins connectés? Il y a vraiment en fait un enjeu, et l'extension de ma question, c'est est-ce que les élus consulaires, ils ont un rôle à faire sur ce sujet? Ah bah, les élus consulaires, ils sont... Alors, comme je disais d'abord, les élus, donc les conseillers des Français de l'étranger sont bien entendu indispensables, mais ils vont être indispensables différemment en fonction des pays. Vous pouvez avoir, j'évoquais la question, par exemple, des sujets d'état civil et d'action sociale. Il est évident que dans un pays comme l'Allemagne, où le niveau de protection sociale est pas mauvais, vous allez avoir moins de personnes qui vont avoir besoin d'une action du consulat que à Madagascar. Et donc, en fait, bien entendu, vous allez voir peu de personnes qui vont travailler sur ces sujets. Vous allez voir éventuellement même pas une personne qui va travailler sur ces sujets, ou bien alors une personne qui va travailler sur les questions de bourse scolaire, parce que vous allez quand même avoir, en particulier à Francfort, je ne sais pas combien il y a de demandes de bourse, mais vous avez quand même probablement des dizaines de demandes de bourse. Et donc, c'est quand même un gros travail, même pour une personne. Voilà. Et donc, en fait, vous avez une personne qui va suivre ça, peut-être avec l'action sociale, mais
ça ne va pas mobiliser 5 personnes. Alors que dans un consulat où vous avez le même nombre de Français dans un pays avec des personnes en situation de précarité et aucune action sociale dans le pays de résidence, là pour le coup, on va avoir besoin d'un gros service social. De la même manière, il peut y avoir des sujets de compréhension des questions d'état civil. Et quand vous avez besoin de gros services sur les questions état civil ou action sociale, bien entendu, vous avez aussi besoin d'élus consulaires parce que euh, sinon, il y a une difficulté d'accès aux services. Moi, j'ai connu des consulats il y a 30 ans où presque on disait je suis français et on se retrouvait dans le bureau de la personne au consulat qui suivait vos dossiers. Aujourd'hui, il faut prendre rendez-vous, il faut montrer patte blanche, et encore, si on peut le faire, c'est pas garanti. Hein. J'ai vu des endroits où il n'était même pas possible de prendre rendez-vous pour faire une demande de passeport ou de carte d'identité. J'ai vu ça à Montréal, j'ai vu ça en Australie à certains moments. Donc ça peut être très compliqué. Et puis, faut être capable. Pour moi, je trouve que France Consulaire est vraiment on enregistre un recul, c'est-à-dire qu'on se dit on n'est plus capable d'être en relation directe avec l'ensemble des Français de la circonscription, donc en fait, on transmet à une structure spécifique la réponse téléphonique, parce que le consulat n'est plus capable de faire. C'est quand même problématique, parce que le consulat, s'il n'est plus capable de répondre au téléphone, qu'est-ce qu'il va savoir des difficultés que les Français ont? Je peux vous donner une anecdote. Moi, il y a 15 jours, je suis rentré dans l'ambassade à Varsovie. Parce que j'avais un rendez-vous. Bon, la personne qui m'a fait rentrer, elle a oublié de téléphoner pour dire que j'étais rentré. Je suis resté une demi-heure dans le hall après, parce que j'étais rentré, mais personne, et le consulat était quand même fermé, et je ne pouvais pas rentrer dans le consulat. Voilà. Et ça, c'est encore une option, c'est pas la pire, hein. Mais vous avez des endroits où vous ne pouvez même pas rentrer dans les ambassades. Puis je parle aussi, il y a aussi le sujet. En Allemagne, vous pouvez avoir des centaines de kilomètres. Aux États-Unis, ou en Australie, vous pouvez avoir des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'au consulat. Donc, euh, euh, il y a besoin de moderniser les services. Il y a besoin de multiplier la dématérialisation parce que ça permet à des personnes qui sont loin des consulats et qui peuvent comprendre comment ça fonctionne d'avoir un accès aux services consulaires. Mais il y a aussi besoin, et en particulier sur les sujets sociaux et parfois les questions d'état civil, d'avoir une présence physique. Les services consulaires, ils doivent aussi connaître les préoccupations des Français. Et ça, en particulier dans les situations les situations de précarité. Et les situations de précarité, elles existent même dans les pays où effectivement il y a de l'action, il y a de l'action sociale. Donc, même en Allemagne, j'imagine qu'il peut y en avoir. Je vois que moi, j'ai vu la Pologne dans les années 90 et aujourd'hui. Bien entendu, on a beaucoup moins d'action sociale aujourd'hui qu'on en avait dans les années 90 parce que les retraites ont bien augmenté, parce que les personnes, les soins sont d'un autre niveau aujourd'hui que c'était il y a 20 ans. Donc, c'est moins stratégique et moins important pour moins de personnes qu'il y a 20 ans. Mais pour ceux qui en ont besoin, c'est quand même vital, quoi. Jean-Yves, est-ce que derrière ça, tu dis donc il y a besoin de dématérialiser quand même, mais tu dis qu'en fait, on vient essayer de résoudre un manque de moyens humains par des plateformes qui ne répondent pas à tous les besoins. On voit une évolution de la démographie des Français de l'étranger qui augmente. Dernier chiffre que j'ai, mais peut-être pas très à jour, c'est 1,7 million. Mais les Mhm. moyens budgétaires, eux, ils vont dans le sens inverse. Est-ce que tu crois qu'il y a un problème d'alignement entre moyens budgétaires et démographie des Français de l'étranger? Clairement, oui. Et d'ailleurs, en fait, quand tu dis 1,7 million, ça doit être le nombre de personnes enregistrées au registre, qui est très différent de ce qu'on peut supposer être la réalité des Français de l'étranger. Et ça, c'est problématique. Parce que finalement, à la fin, quand on fait les calculs de nombre d'ETP, ETP, c'est le nombre de personnes qui travaillent au service consulaire, hein. Euh, euh, donc en fait, ça veut dire qu'un consulat, en fait, c'est une mairie, hein. Ça va répondre quand vous habitez en France, que vous habitez dans une commune et que vous avez besoin de faire un passeport, que vous avez une question d'état civil, vous allez à la mairie. Finalement, le consulat, c'est la mairie des Français de l'étranger. Ce sont les mairies des Français de l'étranger. Sauf qu'elles sont déjà pas toujours à 20 à 5 ou 10 kilomètres de chez vous. Elles peuvent être à des centaines de kilomètres. Donc c'est pour ça qu'il faut encore plus qu'en France faire toute la dématérialisation possible.
pour éviter les déplacements lorsqu'ils sont inutiles. Mais en même temps, bien entendu, il faut quand même donner. Et puis la dématérialisation, ça ne veut pas simplement dire on évite un déplacement. Ça veut aussi dire qu'on construit des outils euh, qui permettent aux agents d'être efficaces. Parce que parfois, la dématérialisation, où vous scannez des trucs, et puis derrière, les agents ont encore plus de travail que quand ils vous reçoivent en présentiel, c'est pas un progrès, en tout cas pas pour l'agent. Et donc, il va protester, et ça va pas bien se passer. Voilà, donc il y a tout ça, il y a tout ça à voir. Et donc, euh, euh, pour avancer, on voit donc que quand on compare les effectifs d'une mairie avec les effectifs des consulats, enfin, on se dit, mais les consulats sont absolument géniaux parce qu'en fait, ils font beaucoup plus ou ils font la même chose avec beaucoup moins de personnes. Et j'ajoute que dans un certain nombre de consulats, j'ai évoqué les sujets de visa, mais bien entendu, ce n'est pas un sujet à Francfort, mais à Alger, la majeure partie des personnels du consulat et les problématiques du consul général vont être d'abord tournées vers toute la question des visas. Et donc, en fait, il y a tout ça aussi à prendre en compte. Et donc, en fait, quand on vous dit il y a à peu près 3200 personnes qui travaillent dans les services consulaires à l'étranger, en fait, il y en a toute une partie qui va travailler pour les visas, il y en a toute une partie qui va travailler pour les Français, et on regarde, quand on compare avec ce qui se passe dans les mairies, les gens sont beaucoup plus efficaces hein, en termes de documents d'état civil, de passeport, de carte d'identité délivrée. Après, à partir du moment où tous les calculs, on les fait sur la base de l'enregistrement en registre consulaire, c'est vrai que si toutes les personnes qui résident dans un pays s'enregistraient, on pourrait se dire, ah ben non, il n'y a pas 1,7, mais il y a 3,5 millions de Français à l'étranger. Avec 3,5 millions, on dote un peu mieux les consulats, sauf qu'avec 1,7, on les dote moins bien. Et puis finalement, c'est ce que j'évoquais sur Cracovie, quand on a fermé petit à petit en Allemagne alors je ne connais pas le détail de tout ce qui a pu être régulé, mais par rapport aux situations où il y avait Hambourg, Saarbrück, Stuttgart qui fonctionnaient et qui étaient consulats de plein exercice, Düsseldorf. À partir du moment où vous les fermez, il y a toute une partie des gens qui avant avaient un consulat se sentent orphelins. Donc ils savent bien qu'il faut aller à Munich, à Francfort pour aller faire des documents, mais ils le font que quand ils en ont besoin. Il y a un éloignement. Ils ne ressentent plus la nécessité de s'enregistrer au registre consulaire puisqu'il n'y a pas le consulat de proximité. Et donc vous perdez des gens. Et moi, je le vois sur le sud de la Pologne. On a perdu beaucoup de gens. Et pour les élus, là encore, un truc important, c'est que quand vous les perdez, parce qu'au bout de 5 ans, l'inscription elle est caduque, il faut pas pour autant radier les gens de la liste électorale. Parce que si en même temps, ils sont radiés de la liste électorale quand leur inscription au registre est caduque, ben, ça veut dire qu'après, on les perd totalement. Hein. Et dans les pays un peu lointains, euh, mais ça doit exister aussi en Allemagne, où finalement, en fait, on peut rester d'une génération à l'autre. Ben, je vois qu'il y a des... Vous savez, la nationalité française, elle se perd par des études. J'ai vu aux États-Unis, j'ai vu au Canada, j'ai vu en Australie des gens qui avaient la nationalité du pays de résidence et la nationalité française, qui pensaient que leurs enfants l'avaient aussi puisqu'ils l'avaient. Et finalement, l'éloignement aidant, ils ont pas fait de document d'identité, ils n'ont pas demandé la transcription de l'acte de naissance. Et finalement, au bout d'un certain moment, on se dit, bah non, il n'y a pas de possession d'État de la nationalité française. Et à un moment, compte tenu d'une naissance, compte tenu d'une demande de CNF, ou après 50 ans, on va dire, bah non, mais vous n'êtes pas français. Et donc, en fait, c'est important de finalement, à partir du moment où on a une conception de la nationalité qui s'appuie sur l'appartenance à la communauté nationale, de permettre aussi à l'ensemble des Français qui vivent à l'étranger d'y rester dans cette communauté. Et les services consulaires sont là pour ça. Et donc, pour nous délivrer les documents, pour faire en sorte qu'on ait une vie de Français à l'étranger, hein, même si on a une autre nationalité. Parce qu'il y a un moment, sinon, ça peut se perdre. Alors, je voudrais poser une question et ça va permettre aussi après de passer la main peut-être à Salia. Toujours si on reste un peu sur le budget, donc on a vu moins de moyens peut-être pour les consulats qui doivent faire différemment et s'appuyer sur des outils, mais peut-être manque de moyens humains. Il y a aussi hein, une inquiétude sur les aides sociales pour les Français de l'étranger, particulièrement en Europe, parce qu'il y a eu des recommandations de la Cour des comptes qui disaient que pour les Français de l'étranger dans l'Union européenne, on pouvait supprimer certaines aides sociales. Est-ce que toi, tu observes une remise en cause du principe même de solidarité envers les Français établis dans des pays comme l'Allemagne? Alors,
Effectivement, il y a moins de moyens, il y a moins de moyens humains, et puis même quand on développe des outils de dématérialisation, en plus, ils ne sont pas nécessairement bien. Donc il faut veiller aussi à la qualité, hein. Donc c'est aussi ça, hein. C'est pas parce qu'il faut pouvoir, c'est pas simplement qu'il faut permettre à la directrice des Français de l'étranger de dire, voilà, maintenant on a dématérialisé, on a construit un truc super, etc. Non, hein, on a Scoled, on a vu ce que c'était. Il faut aussi construire des outils qui fonctionnent. Sur la question des aides sociales. Sur la question des aides sociales, dans l'Union européenne, on a quand même un certain nombre de choses qui existent, hein. Toute personne qui réside dans un pays de l'Union européenne et qui est citoyen européen a droit, à partir du moment où elle est régulièrement dans le pays, hein, parce qu'il y a quand même ça, elle a droit aussi aux prestations sociales du pays. Et on constate quand même que souvent, les prestations sociales du pays permettent d'éviter, entre guillemets, d'avoir droit aux prestations qui sont prévues par la DFAE. Alors, l'ensemble de l'action sociale pour les Français de l'étranger, c'est à peu près 15 millions d'euros, hein. Euh, et contrairement à ce qui est en France, ça relève finalement du réglementaire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans la loi, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire qu'une personne qui a plus de 65 ans doit avoir un minimum pour vivre, quoi qu'il arrive, et que c'est le consulat qui doit le servir. Non, c'est tous les ans, en fonction. Alors, on vote un budget qui est à peu près toujours le même, hein, et en fonction des besoins, de ce qu'expriment les consulats, il y a les différents consulats qui font des conseils consulaires en format action sociale et qui vont exprimer des besoins dans le cadre qui a été défini par la DFAE. Le cadre qui a été défini par la DFAE, c'est un cadre avec des allocations de solidarité, des allocations adultes handicapés, etc., pour tous les pays qui sont hors Union, et des mécanismes un peu d'accompagnement pour dans l'Union européenne. Ces mécanismes d'accompagnement, je ne suis pas certain. Enfin, en tout cas, ce que je vois sur la Pologne, c'est qu'ils étaient euh, il n'y avait même pas les mécanismes d'accompagnement, il y avait la politique, clairement. On n'avait même pas mis les politiques d'accompagnement, on avait gardé les questions, les allocations de solidarité, etc. On les a gardées. Ceci étant, il y a beaucoup moins de personnes qui les demandent, enfin qui peuvent en avoir droit, pour deux raisons. D'abord parce que les prestations sociales dans l'Union européenne sont finalement quand même à un niveau qui est souvent à peu près équivalent. Et deuxièmement, et ça c'est l'aspect négatif, parce que les allocations de solidarité, en particulier dans les nouveaux pays membres, enfin maintenant c'est plus de 20 ans, par exemple, ont été, les montants maximums ont été gelés il y a des dizaines, au moment de l'entrée dans l'Union. Alors je me rappelle, j'avais été élu local pour la Pologne, la République tchèque, la Hongrie à ce moment-là. J'avais plaidé pour qu'on fasse une grosse augmentation au moment de l'entrée dans l'Union pour que derrière, ça puisse être toujours sensible. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a construit un système où, parce qu'il est juste sur le plan réglementaire, euh, qu'on a décidé sur le plan réglementaire de ne pas revaloriser les montants maximums dans l'Union européenne, que petit à petit, ça s'étiole. Et en plus, certains vous diraient, dans l'Union européenne, c'est le pays de résidence qui est compétent. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que la France servirait une allocation à un Français à Francfort, si elle sert une allocation à un Français à Francfort, pourquoi elle ne la servirait pas à un Italien? Puisqu'en fait, il y a, dans l'Union européenne, les États ne doivent pas discriminer, même si la CJUE fait une différence entre le pays et c'est sur quoi on s'appuie pour les défendre. La CJUE fait une différence entre un ressortissant européen dans sa relation avec son pays d'origine et un ressortissant européen avec la relation avec un autre pays membre de l'Union. Et c'est comme ça qu'on peut tolérer. Et que donc, en fait, il y a une tolérance. Mais je me rappelle, à la fin des années 90, l'argumentation de la DFAE, c'est dans l'Union européenne, on arrête tout. Enfin, dans les commissions, on arrête toutes les aides. Et nous, on avait plaidé en disant, non, mais c'est pas possible. Et puis, on ne peut pas vouloir construire l'Europe, et construire l'Europe sociale, et commencer par casser ce qu'il y a, alors que le reste n'est pas encore vraiment voilà, mis en œuvre.
L'idée, c'est finalement, surtout pour nous, hein, je veux dire, citoyens engagés, écologistes et solidaires, c'est la construction d'une Europe sociale. Et la construction d'une Europe sociale, c'est finalement, bah, en fait, les Européens, dans l'Union européenne, il y a des prestations sociales qui devraient éviter d'avoir à recourir aux allocations qui sont les allocations qui sont versées pour les Français qui vivent à l'étranger. Euh, voilà, il y a encore des choses à faire. Mais c'est plus à vous, en Allemagne, d'évaluer, en fonction de ce que l'Allemagne fait comme prestation sociale, les questions sur lesquelles ce serait encore pertinent d'avoir une action spécifique orientée. Est-ce que c'est vers les personnes handicapées? Est-ce que c'est vers certains enfants? Est-ce que c'est vers certaines familles monoparentales? Est-ce que c'est vers certains retraités? Voilà. Il pourrait y avoir, je pense qu'il faudrait qu'on refasse tout ça, parce qu'en réalité, on vit en matière d'action sociale sur quelque chose qui n'a pas été revu depuis très longtemps, même s'il y a eu les assises de la protection sociale. Il faudrait refonder tout ça, écrire un certain nombre de droits dans la loi, et faire en sorte, quand on est dans l'Union européenne, de ne pas s'inscrire contre le droit européen, mais de faire en sorte que, quand on est dans l'Union européenne, on est d'abord citoyen européen, mais de faire en sorte qu'il y a une Europe sociale qui, effectivement, sur ces sujets, garantisse voilà, ce qu'aujourd'hui, enfin, en fait, on ne garantit même pas, parce qu'en fait, avec 15 millions d'euros, même quand vous êtes français vivant à Madagascar, d'une année sur l'autre, et que vous n'avez rien, d'une année sur l'autre, on va vous donner plus ou moins en fonction du budget et des demandes, parce qu'en réalité, on n'a pas garanti un certain pouvoir d'achat, on n'a pas garanti la version des locations. En fait, on répartit l'enveloppe telle qu'elle a été choisie, telle qu'elle a été Jean-Yves, votée. ça me donne une transition toute faite pour la question suivante qui s'adresse peut-être à Salia. Salia, si tu veux la prendre, ou à Anne, ou Jean-Yves, peu importe. Mais on parlait des moyens, effectivement, de l'enveloppe. Il y a eu un certain nombre de rapports parlementaires, notamment, j'ai peur d'accrocher son nom, mais Karim Mhm. Benchek de Génération.s, si je ne me trompe pas, puisque hier, Benjamin Lucas nous en a parlé dans la réunion publique qu'on a eue à Francfort. Dans ces travaux, on voit qu'il y a une question un peu technique, donc peut-être que Saya, tu peux nous expliquer, qui est la notion du reste à charge, qui apparemment est un point qui pourrait être amélioré, notamment pour permettre de donner un accès au réseau des établissements français pour les familles pour lesquelles les coûts sont de plus en plus difficiles à supporter. Qu'est-ce que c'est que cet enjeu de la question du reste à charge? Alors, le reste à charge, c'est le montant que les parents qui restent à la charge des parents dont les enfants sont scolarisés dans les établissements AEFE, les enfants étant boursiers. Ça va? Vous m'entendez? Une fois qu'on a déduit la bourse, c'est le montant qui leur reste à payer. Voilà. Alors déjà, la problématique, c'est que très souvent, c'est vraiment une formule mathématique, hein, c'est des quotients pour le revenu et toutes les charges, etc. Et puis à la fin, on arrive à un reste à charge. Et ce reste à charge, bon, déjà, nous, en commission des bourses, tu as parlé tout à l'heure, Jean-Yves, de Scoled, qui a eu beaucoup de ratés, et en particulier où le reste à charge, nous, en commission consulaire des bourses, on ne le voit pas. On voit des pourcentages, on ne sait pas des pourcentages de quoi, donc c'est absolument pas lisible lorsqu'on prend des décisions. Et ça fait déjà deux conseils consulaires de suite où on nous dit « Ah, ça va s'améliorer pour la prochaine fois ». On ne l'a toujours pas, donc, lorsqu'on siège en CCB. C'est quoi Scholed? Alors, est-ce que c'est un outil qui est destiné à vous aider dans la prise de décision sur les bourses ou c'est plus large que ça? C'est l'administration, c'est l'outil utilisé par l'administration, enfin les parents même déposent leur dossier de bourse dans Scoled, c'est un D'accord, outil informatique. Nous, en tant qu'élus, d'ailleurs, on n'a pas accès à ce Scoled, on le demande à l'avoir pour voir comment ça marche. C'est une demande qu'on fait au niveau de l'AFE pour voir si c'est facile à utiliser, etc. Donc Scoled, c'est un outil informatique utilisé par l'administration et par les parents pour déposer les dossiers de bourse. Et il a d'accord. été, je pense, rénové ou modernisé, je ne sais pas, parce que c'était avant mon arrivée. Mais en tout cas, il a beaucoup de ratés. Oui, en fait, c'est un nouveau système, parce qu'avant, c'était Scola. Et Scoled avait vocation à effectivement permettre de rentrer des choses en ligne, etc. Mais visiblement, effectivement, ce que j'évoquais tout à l'heure sur la qualité des développements informatiques lorsqu'on dématérialise est essentiel. Parce qu'en fait, on peut très bien dématérialiser et offrir une interface dématérialisée par rapport à un rendez-vous, mais si jamais derrière ça ne suit pas, ça va pas, c'est une catastrophe, ça donne plus de travail. C'est compliqué pour l'usager et ça donne plus de travail derrière en poste. Et c'est exactement ça. Et en plus, quand vous pensez ce type de choses, Scoled a été pensé il n'y a pas longtemps, quand vous pensez ce type de logiciel,
qui est pour servir les conseils consulaires en format bourse scolaire. Que les conseils consulaires, les conseils consulaires en format bourse scolaire, ils sont présidés par le président du conseil consulaire, qui va ensuite apposer sa signature aux décisions qui sont prises, alors qu'il n'en est pas, il n'en est pas responsable. Ce serait quand même un minimum de donner aux élus des outils pour regarder. Je, je peux comprendre que volontairement ou involontairement, il y a des données super sensibles en fonction de ce qu'on demande quand on demande une bourse, hein. On va vous demander des choses qui, à mon avis, sont scandaleuses. Quand on vous demande vos relevés bancaires, parce que vous avez 3 enfants et que ça va vous coûter et que la scolarité coûte 15 000 ou 20 000 euros sur une année, franchement, est-ce que c'est légitime de vous demander, quand vous êtes en Allemagne, quand vous êtes en Espagne, quand vous êtes en Pologne et que vous avez des services fiscaux qui fonctionnent, est-ce que ça suffit pas de faire confiance aux services fiscaux et de regarder les déclarations de revenus? Non, on va vous demander des données qui sont vraiment des données intimes. Et ces données intimes, elles sont dans Scholed. Alors, effectivement, c'est difficile d'imaginer qu'on construise quelque chose qui puisse être finalement donné complètement ouvert à l'ensemble des élus qui se connectent chez eux avec des ordinateurs privés, sans qu'il y ait de risque pour les personnes. Donc ça, c'est normal. Par contre, on peut quand même envisager un certain nombre d'outils, en particulier sur l'enveloppe, sur des simulations, etc. À mon sens, c'est tout à fait possible. Et deuxièmement, effectivement, la question du reste à charge, elle est totalement liée à la réforme des bourses de 2013. En fait, avant, on avait une calcul des bourses où, en fait, effectivement, on regardait ce que la personne avait comme revenu, on retirait des éléments essentiels pour vivre, donc en particulier les questions d'assurance maladie, les questions de logement, voilà. Et on regardait aussi, et on retirait les frais de scolarité qui étaient à payer. Et donc là, il y avait un reste qui était le reste à vivre. Et ce reste à vivre, s'il était inférieur à un certain montant, on donnait une bourse à 100%. Et sinon, on disait, en fait, il y a 20% du reste à vivre qui peut être consacré aux frais de scolarité. Et depuis la réforme des bourses, en fait, on a changé. En fait, on a remplacé finalement la gestion d'un droit, c'est-à-dire la gestion en fonction de vos revenus, on vous donne une bourse à tous les ans. La DFAE dispose dans son budget d'à peu près 100 millions d'euros, c'est le plus gros budget de la DFAE, pour financer l'accès à la scolarité. Mais finalement, en fonction des demandes, elle va un peu le réguler. Et donc, en réalité, vous garantissez plus un droit. Et depuis 2013, vous n'avez plus d'augmentation du budget des bourses. Alors qu'entre 2007 et 2012, le budget avait quasiment doublé. Parce que vous avez des frais de scolarité qui augmentent de 5 à 10% tous les ans. Normalement, vous devriez avoir mathématiquement une augmentation. Si vous n'avez pas d'augmentation du budget, ça veut dire que tous les ans, vous faites sortir des personnes qui devraient avoir des bourses, qui ont besoin de bourses et qui ne les demandent plus ou qui ont des restes à charge trop importants. Parce que le calcul des bourses tel qu'il est aujourd'hui ne permet pas de s'appuyer sur les restes à charge. Il faudrait revenir à ce système, parce que le système d'aujourd'hui, il est totalement illisible. Vous avez un enfant scolarisé, vous allez avoir une bourse. La logique voudrait que si vous avez un deuxième enfant et que si vous avez une bourse à un certain montant, c'est qu'en fait, on considère que vous ne pouvez pas payer plus. Donc ça veut dire qu'il faudrait que la deuxième scolarité soit prise en charge à 100%. Avec le calcul actuel, ce n'est pas possible. Et donc en fait, on voit des familles qui choisissent les enfants qui vont être scolarisés. Mais comment voulez-vous que ça fonctionne? On est dans un système républicain égalitaire ou pas? Donc il y a un vrai problème avec le système des bourses tel qu'il est aujourd'hui. Jean-Yves, tu as évoqué tu disais le conseil consulaire en configuration bourse scolaire. C'est quoi les autres configurations? Et si on étend un peu la conversation, quels sont les autres sujets sur lesquels tu vois le rôle des élus consulaires comme étant essentiel? Bah, Salia et Anne pourraient en dire plus, hein, parce elles ont plus. Moi, je suis en tant que voilà, représentante français du monde au Conseil consulaire à Varsovie. Je participe à ce où les associations peuvent y participer, donc à la fois les bourses scolaires et l'action sociale et le staff.
Après, vous avez des formats de conseils consulaires qui sont plus des formats consultatifs et informatifs sur les questions de sécurité des Français de l'étranger, sur les questions, par exemple, de francophonie, sur les questions d'économie. Vous pouvez avoir un certain nombre de... Voilà. Si vous demandez sur les questions d'emploi, si les postes diplomatiques et consulaires ou les élus demandent qu'un sujet particulier soit abordé, normalement, si c'est un sujet qui est de compétence sur les Français et qui est listé dans la loi, normalement, c'est possible d'en parler. Je dis d'en parler. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que sur les sujets qui touchent vraiment, quand vous parlez, par exemple, si vous voulez parler de sécurité, c'est pas aux élus consulaires de s'occuper de la sécurité des Français à l'étranger. Mais les élus consulaires peuvent apporter leur pierre. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent bien les Français. Parce qu'ils sont là depuis longtemps par rapport à des diplomates qui passent, même à des attachés de sécurité intérieure, etc. Et par conséquent, ils peuvent avoir effectivement une information utile. Parce que ce sont à la fois pour remonter un certain nombre de choses et aussi pour, quand il y a des réunions, pour expliquer ensuite aux Français. Donc, pour les questions de sécurité, pour moi, c'est une question d'efficacité. Mais la sécurité des Français à l'étranger, c'est une prérogative régalienne. Donc, on ne va pas la donner à des élus locaux. Par contre, les élus locaux peuvent y participer. Par contre, quand on parle des questions de bourse scolaire, quand on parle des questions d'action sociale, quand on parle des questions de staff, est-ce que c'est vraiment normal? Enfin, dans un département, l'action sociale, c'est une compétence des départements. La manière dont fonctionnent les cantines dans les écoles, c'est de la compétence des communes. La vie associative, c'est de la compétence des communes, des régions et des départements, avant d'être celle de l'État. Et par conséquent, pourquoi est-ce que à l'étranger, on a des élus et des élus qui vont suggérer à l'administration de prendre des décisions? Ben non, il faudrait que sur un certain nombre de sujets, et ça c'est un rapport que j'avais fait quand j'étais encore au Sénat avec Christophe Frassa, c'était de dire, bon, ok, on a fait la proximité en 2013, mais maintenant il faut donner des pouvoirs aux élus. Il ne faut pas garder des élus qui ont la capacité de connaître des choses, de parler, etc., d'être consultés. Mais si vous voulez vraiment que quand vous avez des élections, vous puissiez dire aux gens, aux électeurs, ça change la vie, que ce soit nous et pas ceux d'en face, parce que nous, on va décider ça, et ceux d'en face, ils décident autre chose, bah, il faut avoir du pouvoir, il faut avoir des capacités de décision. Et par exemple, avoir au niveau de l'Assemblée des Français de l'étranger, on débat et on établit les règles de l'élaboration des bourses scolaires. Donc la question, est-ce qu'on calcule avec un quotient ou avec un reste à charge, comment on répartit les choses, euh, tout ça, ça devrait être de la compétence de l'Assemblée des Français de l'étranger. Ça, c'est ma vision. Alors après, au niveau local, c'est plus compliqué, mais au niveau de l'Assemblée des Français de l'étranger, vous avez une vision générale, vous n'avez pas quelque chose de trop précis, parce que si vous faites ça, par exemple, au niveau de Francfort, au niveau de Zagreb, au niveau de Varsovie, etc., vous pouvez avoir des endroits où c'est un peu, voilà, ça peut être un peu clientéliste. Donc, je ne défendrai pas une décentralisation du pouvoir. Par contre, euh, la capacité de l'Assemblée des Français de l'étranger de ne pas simplement être consultée mais de produire du règlement à la place de la DFAE pour dire comment est-ce qu'on attribue les bourses scolaires, sur quels critères, avec quels calculs. La même chose sur l'action sociale, décider ce qu'on fait dans l'Union européenne et pas dans l'Union européenne. Je trouve que ce serait normal que ce soit de la compétence des élus dans le cadre de l'Assemblée des Français de l'étranger, après consultation des conseils consulaires. Voilà, donc en fait, donner du pouvoir aux élus. Parce qu'aujourd'hui, les élus des Français de l'étranger dans les conseils consulaires n'ont pas de capacité de décision réelle. Ils débattent, ils donnent des arguments, il faut remonter à Paris, mais c'est la DFAE qui décide, ce sont des décisions administratives que la DFAE prend. Et pire, en plus, sur les bourses scolaires en particulier, et ben en fait, derrière c'est la EFE qui prend les décisions et c'est les présidents des conseils consulaires qui les signent et qui les notifient. Là, pour moi, c'est une aberration. Jean-Yves, j'ai une toute dernière question avant d'ouvrir la conversation, mais sur un sujet qui te tient à cœur, je sais, parce que dans plusieurs de nos échanges, tu as évoqué cette dimension-là, c'est la citoyenneté des Français à l'étranger. Tu as déjà un peu fait référence à ça. C'est une question complexe parce qu'on voit qu'il y a une difficulté à faire s'inscrire sur les listes électorales consulaires. On l'a un peu évoqué. Il y a aussi les radiations, c'est un autre problème. Mais plus fondamentalement, comment est-ce qu'on fait exister ce lien avec la France et notamment
On le voit avec ces élections consulaires qui connaissent un taux de participation extrêmement faible, hein. On l'a évoqué hier, la dernière fois, c'était autour de 15% de participation dans le monde. Comment est-ce qu'on arrive, comment est-ce qu'on pourrait mieux communiquer sur ce rôle-là alors que l'information est accessible, mais elle ne parvient pas jusqu'à tout le monde? Est-ce que tu vois un défi particulier? Est-ce que tu as des pistes pour essayer de répondre à ce défi? Bah, en fait, l'une des pistes, c'est ce que j'évoquais un peu auparavant. C'est-à-dire, c'est différent de dire voter pour des gens qui vont être consultés et voter pour des gens qui vont décider. Parce qu'en fait, on se rend compte que pour les élections des conseillers des Français de l'étranger, ou même pour les élections législatives, c'est pas très dur de voter, parce que vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Quand vous habitez à des centaines de kilomètres du consulat, vous pouvez voter quand vous avez vos identifiants, et vous pouvez voter en ligne. Eh ben, vous avez quand même moins de gens qui votent pour les élections des conseillers des Français de l'étranger ou pour les élections législatives, hein. Pareil que pour l'élection présidentielle, où il faut faire des centaines de kilomètres parfois pour aller voter. Ce qui veut dire en fait que quand les gens comprennent l'enjeu, ils se déplacent. Voilà. Donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, les Français qui vivent à l'étranger ne comprennent l'enjeu de l'élection présidentielle. Je ne suis pas sûr qu'ils comprennent l'enjeu des élections législatives ou des conseillers des Français de l'étranger. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, quand vous prenez les élections législatives, avec le battage qu'on fait autour des législatives, et puis en plus, ça se passe à un moment où toute la France vote. Donc personne n'ignore qu'il y a des élections législatives. Et bien quand vous regardez le nombre de personnes, la participation aux élections législatives pour les Français hors de France et la participation aux élections consulaires, qui sont des élections qui n'ont pas lieu en même temps que les élections municipales. Donc en fait, personne ne sait qu'il y a des élections. La seule manière de le savoir, c'est de regarder sur son ordinateur et de recevoir les mails. C'est vrai qu'on en reçoit la propagande électorale des différentes listes, etc. Mais c'est la seule manière. Il n'y a pas un journal qui va en parler. Donc à partir de là, quand vous regardez, si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas renseigné votre mail sur la liste électorale, il y a à peu près 25% des gens qui n'ont pas fait, ben vous regardez, la participation est à peu près la même aux élections consulaires et aux élections législatives. Donc c'est même presque plus rassurant pour les élus consulaires, qui sont moins connus, qui se font à un moment où il n'y a pas de médiatisation, arrivent à avoir des résultats qui ne sont pas si ridicules par rapport aux élections législatives. Le pire, c'est les élections législatives, où finalement, en fait, on se demande, mais à quoi ça sert? Alors moi, je veux dire à quoi ça sert. Que ce soit pour les élections, pour les élections consulaires ou pour les élections parlementaires, la France considère que être français, c'est pas avoir des arrière-grands-parents français ou de vivre sur le territoire français, c'est appartenir à la communauté nationale. Et appartenir à la communauté nationale, ça oblige à avoir une vie citoyenne et aussi à être capable de comprendre cette vie citoyenne. D'où les besoins d'avoir des outils qu'on doit offrir aux Français de l'étranger pour rester en lien avec la communauté. Et ces outils, c'est à la fois faire vivre sa citoyenneté et aussi la question de la langue. D'où l'importance finalement des bourses scolaires, des programmes FLAM, dont Anne préside la Fédération mondiale, et qui est programme FLAM qui ont existé à Francfort avant même que le programme FLAM existe. C'était même la base de Français du Monde il y a 20 ou 25 ans. Et donc, tout ça fait que ces outils, ils sont indispensables. Parce qu'en en fait, on ne va pas dire t'es français parce que ton grand-père était français. Il faut faire vivre ça. Et pour faire vivre ça, quand on vit à l'étranger et quand on est dans un pays qui n'est pas francophone, alors l'Allemagne, c'est pas le pire, on n'est pas très loin de la France, etc. Mais vous n'avez pas la moitié des Français qui naissent en Australie, en Amérique du Sud ou aux États-Unis qui sont francophones. Donc ça veut dire à la fois qu'il y a un besoin de créer du lien et qu'en plus les outils actuels, même si on essaye de faire, j'ai été 12 ans sénateur, j'ai été 12 ans pour essayer de trouver, défendre des outils pour le faire, je dois constater qu'il y a quand même il y a quelques trous dans la raquette et quelques échecs. Parce qu'en fait, finalement, on met beaucoup de moyens par rapport à d'autres pays. Hein. On a créé une représentation politique spécifique, on est assez rare. Une représentation parlementaire, il y a quelques pays européens qui le font. Hein. Il y a le Portugal, il y a l'Italie, il y a L'Italie, la Croatie, il y a la Roumanie. Représentation locale, il y a l'Italie, il y a un petit peu l'Espagne, il y a un peu le Portugal. Enfin, l'équivalent des élus locaux des Français de l'étranger, d'après mes connaissances, il y a la Portugal là, l'Italie là, l'Espagne le fait un peu. Nous, on a tout construit. Euh, mais finalement, il y a encore du travail à faire pour que ça
ça répond à l'ambition qu'on a quand on se dit on le fait parce qu'en fait on veut créer du lien, parce qu'il y a encore des liens qui manquent. Voilà. Et que aussi, pour le créer, on a aussi besoin des services consulaires. C'est vrai aussi que ça a beaucoup changé. Moi, en 90, j'ai été expatrié à Los Angeles. Bon, bah, je peux vous dire que quand on est expatrié à Los Angeles en 90, lien avec la France, ça passe par aller une fois par semaine, aller acheter le journal qui arrive avec les extraits hebdomadaires du Monde et des choses comme ça. Parce que bon, aujourd'hui, effectivement, c'est très différent. On peut être sans avoir besoin de beaucoup de moyens et sans avoir d'action, sans action publique particulière. Vous pouvez écouter la radio française quand vous êtes à Sydney, donc aussi à Francfort. Donc il y a des choses qui sont possibles aujourd'hui qui n'étaient pas possibles avant. Euh, donc très bien, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas continuer à travailler avec. Il faut pas travailler à la langue, c'est pas que ça, hein. Il y a besoin vraiment encore d'outils parce que ça suffit pas. Et puis il y a de plus en plus de Français à l'étranger et donc le défi est plus grand. Merci Jean-Yves. Est-ce que quelqu'un a une question pour Jean-Yves? Oui, moi, justement, tu l'as un peu abordé tout à l'heure, mais effleuré. Il me semble que tu avais travaillé à une époque sur une idée d'une sorte de collectivité territoriale des Français de l'étranger. Et c'est un sujet qu'on a eu hier après-midi avec Benjamin Lucas, justement, qui lui-même nous a dit, mais en fait, ce qu'il vous faudrait, c'est d'être une collectivité pour avoir justement ces pouvoirs, pour avoir des budgets, pour pouvoir... Et je ne me rappelle plus sur quoi ça avait achoppé, pourquoi c'est pas possible. C'était que le fait que ce serait évidemment une collectivité un petit peu fictive, puisqu'on n'a pas de territoire, hein, mais pourquoi cette création n'était pas envisageable et si ce ne serait pas justement le moyen d'avoir quand même plus de pouvoir au niveau des élus? Alors moi je prétends que c'est tout à fait possible. C'était ça. Toi, tu présentais que c'était possible, mais je ne Je me rappelle prétends. plus. En fait, il y a eu un débat en 2013 lorsque Hélène était ministre des Français de l'étranger. On est arrivé avec ce projet en 2012. On a été élu en 2012, en 2011 et en 2012. En 2011, c'est là avec Hélène, et en 2012, François Hollande, je me rappelle encore du meeting, enfin, d'un échange avec François Hollande et les élus des Français de l'étranger en 2012, avant qu'ils soient élus, justement pour parler de ça. Quand Hélène a été élue, l'administration du Quai d'Orsay, Hélène Conway, hein, je pense, Hélène parce que Conway a moi, été je élue, peux... quand elle a été nommée ministre des Français de l'étranger, l'administration du Quai d'Orsay a tout de suite voulu bloquer. Et ils ont réussi à bloquer. Et en fait, ils ont construit le système tel qu'on le connaît. Alors, avant, nous avions une quarantaine de circonscriptions dans le monde et 140 élus pour les Français de l'étranger. Alors, c'est vrai que la proximité n'était pas super, hein. Moi, j'étais élu pour les Français de Pologne, mais aussi pour les Français d'Albanie, les Français de Bulgarie et les Français de Russie, par exemple. Donc, en réalité, je n'étais pas un élu local. Je pouvais être un élu local en Pologne, mais je ne l'étais pas du tout. Donc, en fait, je ne vais pas nier que le fait d'avoir fait 130 circonscriptions dans le monde et d'avoir voulu de la proximité n'est pas quelque chose d'intéressant. Sauf qu'en faisant 130 circonscriptions et 443 élus consulaires, c'était difficile de les faire venir tous à Paris en termes de budget. Et donc, en fait, le choix délibéré a été, en fait, entre le pouvoir et la proximité, on fait la proximité. Pourquoi pas? On pouvait faire ça. Moi, j'aurais préféré qu'on fasse autre chose. Sauf qu'après, il faudrait qu'on aille dans l'un n'empêche pas l'autre. On peut tout à fait, même dans la situation qu'on a aujourd'hui, en conservant les conseils consulaires et avec une Assemblée des Français de l'étranger, donner un certain nombre de pouvoirs à l'AFE. Et l'argument qui a été donné de il n'y a pas de territoire, ou c'est de l'impérialisme, donc on ne peut pas faire. Non, les régions en France, quand elles ont été créées, elles n'ont pas été créées avec des compétences territoriales. Elles ont été créées comme des entités juridiques. Et donc, vous pouvez très bien construire une entité juridique qui est la collectivité des Français de l'étranger. Elle n'a pas besoin d'être compétente sur un espace particulier. C'est une entité juridique qui a un certain nombre de compétences et des moyens. Alors après, la question, c'est d'où ça vient? Ben, en fait, là, des moyens de l'État, hein. De la même manière que vous avez énormément, petit à petit, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Macron a été élu, il a supprimé la taxe d'habitation pour les résidences principales. Bon, ben, auparavant, la taxe d'habitation, ce n'était pas quelque chose qui rentrait dans le budget de l'État, c'était quelque chose qui rentrait dans le budget des communes. On l'a supprimé et on l'a remplacé par une subvention qui vient de l'État. Bon, donc en fait,
même les collectivités locales en France reçoivent énormément de subventions parce qu'en fait, dès qu'il y a des taxes qui sont fixées par les collectivités locales, en fait, en France, on ne les aime pas. C'est les premières qu'on tape. Donc en réalité, on remplace par des subventions de l'État. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire pareil. Et d'ailleurs, ce ne serait pas une nouvelle subvention. Il suffirait il faut prendre, si il s'agit par exemple des moyens sur les bourses scolaires. Bah, en 2026, c'était 107 millions d'euros. Bah, c'est 107 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est la DFE qui les gère. Ben, ça pourrait être la FE. Et qui gère dans la FE? Parce qu'elle ne pourrait pas être les élus, il faudrait que l'administration. Mais l'administration, il ne s'agit pas d'en créer une nouvelle. Il faudrait que la DFAE devienne l'administration qui travaille au service de l'Assemblée des Français de l'étranger. Moi, quand j'ai été vice-président de l'AFE avant d'être au Sénat, on avait à ce moment-là un secrétariat général qui était exclusivement chargé du travail de l'AFE. Le bureau du secrétariat général, il travaillait en liaison avec le ministre pour obtenir le maximum de choses et il travaillait en autonomie par rapport au reste. Aujourd'hui, il est sous la domination de la DFAE. Donc en réalité, le secrétariat général, quelle que soit la qualité des secrétaires généraux de l'AFE, il est pas d'abord sous l'autorité du président de l'AFE, il est d'abord sous l'autorité de la DFAE. C'est pas normal. Et ça, c'est ce qu'on avait proposé. On avait, compte tenu de l'évolution des choses, avec Christophe Frassa, proposé des orientations en 2023, justement pour ne pas revenir au projet de 2012, tenir compte effectivement qu'on avait créé la proximité. Et donc, il ne fallait pas revenir en arrière dessus parce qu'elle est utile et elle est bien. Mais de se dire, on n'a pas besoin de territoire, mais sur un certain nombre de sujets, sur un certain nombre de compétences, ayons confiance. Ayons confiance en l'AFE. Ayons confiance en l'AFE et en la DFE. La DFAE peut très bien être la même chose que la Direction générale des services dans un département. Voilà. Et c'est tout à fait possible. C'est la FE qui décide des grandes orientations, la DFE qui l'aide pour faire que ce soit légal, qu'il n'y ait pas de discrimination, etc., et qui met en œuvre derrière. Et il y aurait pas, et c'est la DFAE qui, effectivement, assurerait une tutelle sur les services consulaires, mais ça ne veut pas dire que localement, le président du conseil consulaire serait le patron du consul. Non, non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est que c'est à Paris qu'un certain nombre de politiques seraient définies par les élus. Brigitte, tu as une question aussi. Oui, enfin moi je revenais, je trouve ça très intéressant effectivement ce que vient de présenter Jean-Yves et pourquoi pas, effectivement on a connu des progrès. Enfin moi j'ai connu des conseils consulaires où les personnes avaient été cooptées, donc ce n'est plus le cas, on n'est plus dans la cooptation, on est dans l'élection, c'est très bien. Maintenant c'est un élu qui préside le conseil consulaire, donc je trouve ça aussi très bien pour des prises d'initiative. Surtout surtout quand on a la chance d'avoir un consul qui marche, enfin, qui fonctionne dans le partenariat et qui met pas en avant son manque de moyens pour refuser de faire certaines choses ou de réunir le conseil consulaire sur certains sujets. Ce que je voulais souligner, c'est que l'élu est quand même un bénévole. C'est-à-dire il y a très peu de moyens mis à sa disposition, pas de budget, mais aussi pas beaucoup de moyens de remboursement pour faire quand même pas mal de choses, des déplacements avec des nuits d'hôtel, etc. Et je trouve que ça n'est pas normal, ça devrait être amélioré. Et puis il y a quelque chose aussi qui me gêne beaucoup dans ce système, c'est-à-dire qu'on a des élus donc locaux, même si c'est du grand local, si ça peut être assez étendu, qui font parfois un travail extraordinaire, qui sont vraiment complètement mangés presque par cette fonction. Et puis finalement au moment des élections, on voit arriver des partis politiques qui viennent présenter des listes avec des gens qui sont même peut-être pas présents localement et qui défendront pas beaucoup les Français sur place, mais ils le font tout simplement parce que ces personnes vont être grands électeurs. Et ça, on l'a pas évoqué pendant la réunion. Et ces grands électeurs vont effectivement élire des sénateurs. Et là, il y a quelque chose qui me gêne profondément dans ce système, et je souhaiterais moi que ça soit quelque chose qui soit peut-être déconnecté, ou en tout cas qui ne fonctionne pas comme ça. Je ne sais pas ce que proposerait Jean-Yves pour éviter cet écueil de l'hypocrisie, en fait, hein, et puis, en fait, après aussi du manque d'efficacité par rapport aux personnes réellement élues et qui vont réellement s'investir dans le conseil consulaire. Je ne sais pas si j'ai été assez claire.
Merci, Magie. Alors, oui, enfin, il y a deux aspects. Il y a l'aspect des moyens et l'aspect de l'élection sénatoriale. Oui. Sur l'aspect des moyens, en fait, quand on avait 140 élus, à la fin, c'est-à-dire à partir de 2006, il y avait des moyens. Parce qu'en fait, entre 2006 et 2014, les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger, les 140 membres de l'Assemblée des Français de l'étranger touchaient à peu près 1200 ou 1300 euros par mois pour, et il n'y avait pas de justificatif à donner, on considérait que c'était compte tenu du temps qu'ils passaient. Alors c'est vrai que les circonscriptions étaient plus grandes et qu'il y avait besoin de beaucoup plus de déplacements. Moi, j'avais besoin de me déplacer entre Varsovie, Roumanie, etc. Donc effectivement, ça coûtait. Mais il y avait quelques moyens qui étaient donnés. À partir du moment où on a considéré qu'on était en proximité, ben, en fait, il y a quoi? Il y a 250 euros par mois, ce qui n'est pas tout à fait ridicule, parce qu'effectivement, quelqu'un qui se limite à faire une ou deux réunions au consulat par mois, il n'a pas besoin de plus. Mais si vous habitez à 300 km du consulat et que vous faites les choses sérieusement et que vous estimez que chaque mois, il faut y aller deux, trois fois, etc., ça peut très vite coûter. Bon. Mais c'est vrai qu'en France, les élus sont pas beaucoup rémunérés, enfin, sont pas beaucoup indemnisés non plus. Mais c'est vrai il pourrait y avoir des moyens en plus. Bon, ça, c'est la première chose. Après, sur le deuxième aspect, en fait, euh, il faut voir que tout le Sénat est conçu, les élections sénatoriales sont conçues avec un scrutin indirect, que vous soyez à l'étranger ou en France, avec l'idée que ce sont les élus de proximité qui choisissent les sénateurs. Ça veut dire, c'est pas tous les Français qui votent, c'est finalement les élus de proximité qui vont, parce qu'en fait, ils sont pas si nombreux que ça. Il y en a quelques milliers. À l'étranger, il y en a 500. Dans les départements, il y en a quelques milliers souvent, qui vont connaître presque personnellement les différents sénateurs, les sénatrices et sénateurs, hein, entre 1 et, je pense, le maximum, ça doit être 12 ou 15 par département ou pour les Français de l'étranger. Et qui finalement, il y aura. Et ce qu'on voit, c'est que les sénatrices et sénateurs, par rapport aux députés, sont des gens qui sont généralement des gens qui sont des connaisseurs de la matière locale, parce qu'en fait, comme ils sont élus par des élus locaux, les élus locaux tiennent à ce que ce soit des gens qui aient déjà été impliqués localement. Donc en fait, ça vous donne une chambre au Sénat avec des gens qui ont la connaissance des politiques publiques sur lesquelles qui vont contrôler et qui vont orienter et financer. Et moi, je vois vraiment une différence de niveau et de qualité entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur ce sujet à cause de ça. Alors après, c'est aussi un pari finalement sur les électeurs. Est-ce que quand vous avez des bons élus locaux qui font des choses et qui sont reconnus par les électeurs, est-ce que parce que Génération, LFI, les Républicains, le Parti Socialiste, le Rassemblement national vont mettre des étiquettes sur des chèvres, que c'est les chèvres qui vont être élus? Je ne suis pas sûr. Autant ça peut arriver aux législatives, parce que les législatives sont à la fois, je suis toujours dans un mouvement de politique et qui explique, enfin, pour moi, le pire qui a pu arriver, c'est 2017, quand Pierre-Yves s'est fait battre par Frédéric Petit. Enfin, je veux dire, il y a différence de niveau pour tout ça, et puis 10 ans après, ça continue. Bon, voilà, ça montre bien que quand vous êtes dans une dynamique politique, voilà, même le meilleur ne tient pas. Bon. Mais je pense que pour les élections consulaires, c'est un peu différent parce qu'on n'est pas dans une dynamique nationale. Et donc, en fait, je suis certain que les élus locaux qui ont une implantation locale, ils vont être reconnus. Je veux dire, c'est pas, vous n'avez pas voté pour. Et d'ailleurs, vous voyez bien que la plupart des gens, enfin, peut-être, sauf peut-être le Rassemblement national, et encore, je ne sais pas, la plupart des élus, des candidats aux élections consulaires vont quand même développer des programmes locaux. Donc, je n'ai pas le sentiment. Enfin, il peut y avoir des partis politiques qui s'impliquent, oui, bien sûr, qui vont mettre des étiquettes le cas échéant, ou qui vont. Mais bon, c'est relatif. Moi, je pense qu'à la fin, c'est quand même les électeurs qui vont décider, hein. Et on n'est pas comme une élection législative, dans un mouvement dans une vague absolue qui peut raser ou faire sortir des gens qui sont vraiment reconnus localement. Alors que pour une législative, ben, on l'a vu pour notre 7e circonscription en 2012, en 2017, c'était effectivement très triste de voir que quelqu'un qui était impliqué, qui connaissait, etc., les dossiers, a été simplement battu par une autre personne qui avait simplement la bonne étiquette. Je ne pense pas que ce soit comme ça aux élections consulaires. Ou si c'est comme ça, c'est à la marge.
Ouais, ça peut peut-être jouer sur un, hein. Mais regardez, par exemple, il n'y a jamais eu beaucoup d'élus macronistes. Il n'y a jamais eu beaucoup d'élus macronistes. Il y en a eu quelques-uns. Bon, mais Enfin, pas, il n'y en a pas beaucoup de toute façon. voilà. Non, mais bon, il y a quand même des électeurs, sinon ils ne seraient pas élus, hein. Et il y a des électeurs, sinon Frédéric Petit n'existerait pas. Oui. Mais pour autant, dans les conseils consulaires, il n'y en a pas. Voilà. Il y en a peu. Il y en a quelques-uns, mais il y en a peu. Talia, tu avais aussi un commentaire à partager. Oui, enfin, c'était un peu plus général. Je, je partage vraiment le cadre qui a été posé par Jean-Yves, hein, sur le rôle des élus en particulier. Donc moi, je suis élue depuis 2021, donc c'est mon premier mandat, et je suis montée à l'AFE en 2024. Et c'est vrai que j'étais vraiment impressionnée par la qualité des travaux à l'AFE. Je pense qu'on a vraiment là des élus à l'AFE qui font du bon boulot, qui travaillent des textes. Et il y a vraiment un potentiel, je pense. Donc, je rejoins ce que tu disais sur voilà, lui donner encore peut-être plus de pouvoir à l'avenir. Pour les élus de proximité, ce que j'observe, ce que je crains, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne, que ça reste des notables, hein. Donc, il y a l'aspect financier, il y a aussi l'aspect temps. Disposer de son temps, hein. Pour les élus français, normalement, il y a une décharge par rapport à son employeur, alors que quelqu'un qui travaille pour une entreprise allemande, par exemple, dans notre cas, il n'aura pas de décharge, il n'aura pas de temps, donc il faut se le permettre. Même ce mandat d'élu de proximité, donc il y a le facteur argent et il y a le facteur temps qu'on peut mettre à disposition si on est voilà, un citoyen lambda normal qui n'a pas de grosses réserves d'argent. Donc ça, il y a quand même, voilà, si on veut une vraie représentation démocratique des Français, de tous les Français, et pas seulement de certaines catégories. Et je souhaitais surtout revenir sur, tu en as parlé, sur le statut de l'élu, hein. Donc moi, je suis conseillère des Français d'étrangers, j'ai repris la présidence du conseil consulaire et je suis à l'AFE. Le statut de l'élu, on a voté une charte de l'élu à l'AFE, ça c'est très bien. Donc il y a des petites avancées. Donc on essaie de faire avancer le statut de l'élu vis-à-vis de l'administration. Mais alors, qu'est-ce que c'est lourd? Ne serait-ce que lorsqu'on demande un organigramme. C'est même pas la peine. On m'a envoyé une feuille, mais il n'y avait rien dedans, et surtout ne pas divulguer. Donc on se moque des élus. Enfin, moi, voilà, il n'y a pas de vraie reconnaissance du statut de l'élu. Bon, l'administration est intraitable. Il y a beaucoup de trompe-l'œil. Tu as parlé tout à l'heure des procès-verbaux. En tant que président d'un conseil consulaire, on nous envoie un PV à signer, un PV sur lequel l'administration a la main. Donc il y a beaucoup de trompe-l'œil, beaucoup d'hypocrisie. Tout à l'heure, le mot est sorti aussi. Donc là, il y a vraiment du travail à faire. Donc on n'a pas beaucoup de pouvoir, mais mais il faut vraiment de la persévérance, de la ténacité, toujours revenir au texte. Mais l'administration, à tout moment, elle peut bloquer. Aller vraiment, c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre, même si on peut avoir des élus motivés qui souhaitent faire avancer les choses. C'est très, très long. Donc, envisager effectivement de passer à la vitesse supérieure, avec une vraie reconnaissance d'un vrai statut d'élu, avec des moyens, si possible, avec voilà, revoir toute l'organisation. Il y a des choses encore à faire. Voilà, ça s'est fait tout doucement. Je pense que ça va évoluer. Et si on arrive à avoir des élus motivés, comme c'est le cas pour notre liste, qui veulent vraiment faire vivre ce mandat d'élu, on peut y arriver. Et peut-être le dernier aspect. Donc nous, ce mandat, finalement, il est intéressant pour nous, qui sommes, voilà, pour quelqu'un comme moi qui est de gauche, qui veut effectivement une vraie visibilité, légitimité des élus, hein, puisqu'on est quand même une représentation de la démocratique des citoyens. Et l'autre intérêt on peut avoir à ce mandat d'élu local, finalement, ce sont des intérêts que je dirais économiques. Et c'est aussi lié aux premières questions qu'on abordait tout à l'heure, c'est-à-dire le retrait des services publics de l'État à l'étranger et la feuille de route qui est donnée aux postes, aux consuls généraux, consulats d'influence, c'est le cas à Düsseldorf, c'est le cas à Saarbrück, dans ma circonscription. Et la feuille de route, clairement, c'est l'économie. Et on voit quand même, justement, on parlait des macronistes, voilà, il y a tout un comment on dit, un microcosme, enfin, tout un environnement finalement, c'est très bien pour la feuille de route, pour la carrière des consuls, c'est très bien pour certains intérêts, etc. Et sur lesquels, surtout, nous, élus, on a
on est exclu. On est exclu de ces champs. Donc là, pour moi, il y a quelque chose d'assez malsain en termes démocratiques. Il n'y a pas de vrai contrôle démocratique de ce qui se fait, de ces échanges. Mais c'est des choix politiques. Hein, c'est parce qu'il y a moins de services publics, il n'y a pas les élus, il n'y a pas la reconnaissance. Et puis, il y a cette feuille de route économique, clairement, bon, qui a sa légitimité, mais qu'il faut quand même encadrer, je pense, d'un point de vue démocratique. Voilà, c'est ce que je voulais te faire remonter à toi, voir ce que tu en penses. Et c'est ce qui, moi, me motive aussi pour ce mandat. Et on va essayer de voir comment avancer petit à petit. Bon, en fait, je partage beaucoup de ce que tu as dit, hein. Bon, sur les décharges, c'est vrai, on a essayé, il me semble que dans la loi, on a poussé le curseur au maximum qu'on pouvait pousser. Parce que bien entendu, la loi française ne peut pas disposer d'obligations pour des entités juridiques étrangères, des employeurs étrangers. On peut le faire en France. En France, c'est fait. On le fait pour quelqu'un qui est enseignant, par exemple, enseignant du réseau AEFE et qui est résident. Bon. Mais on ne peut pas le faire lorsque on peut pas, la loi française ne peut pas disposer sur des employeurs étrangers. Donc à partir de là, voilà, il y a effectivement, c'est les limites de l'exercice. Mais c'est vrai que, alors c'est moins le cas maintenant. Mais je me rappelle de mes débuts au ce qui s'appelait Conseil supérieur des Français à l'étranger, où effectivement il y avait beaucoup de professions libérales et d'enseignants, parce que c'était ceux qui pouvaient se le permettre, parce ils disposaient, c'était profession libérale, donc c'était eux qui géraient leur temps, ou les enseignants, parce qu'il y avait déjà des dispositions pour les personnes qui travaillaient pour l'AEFE, et c'était tout. Après, la deuxième chose, moi j'ai vu hier Pascal Seux, que Anne-Henri connaît bien, et qui est maintenant adjoint au maire à Rouen. Et on parlait de la différence qu'il y avait entre un mandat à l'étranger et un mandat en France. Et elle me dit, mais tu t'imagines pas comme c'est facile quand on a une administration qui n'est pas contre nous, mais qui est avec nous, à notre service, et qui est là pour nous éviter de faire des erreurs. Je ne veux pas dire que l'administration de la DFAE ou l'administration consulaire est contre les élus, mais en tout cas, elle n'est pas là pour éviter aux élus de faire des erreurs. Et elle considère un peu comme des intrus ces élus, alors que, en l'absolu, je pense qu'un consul intelligent, il doit les utiliser. Et il les utilise, parce qu'en réalité, vous pouvez dire des choses qui peuvent l'aider et que lui ne peut pas dire parce qu'il a son obligation de réserve. Donc, on peut trouver des modus vivendi entre des élus intelligents qui savent faire preuve de réserve et d'accompagnement et finalement des consuls qui sont ouverts. Mais ce n'est pas systématique. Ou alors, il peut y avoir des expériences passées, d'élus un peu loufoques, et puis, et on en connaît chez vous, ou de consuls un peu compliqués, qui fait que derrière, effectivement, il y a un manque de confiance et il n'y a pas de bonne coopération. Voilà. Donc, en fait, effectivement, mais ça change parce que quand vous avez l'administration qui est au service, ça change la donne. C'est pour ça que je parlais de la DFAE comme Direction générale des services dans un collectif, dans un département. Parce que ça veut dire que, bien entendu, elle va dire à un élu qui veut, par exemple, donner des choses qui, par exemple, quelqu'un qui va dire bah, je vais donner tant aux familles qui ont 2 enfants, puis rien aux familles qui en ont 3. Bah non, c'est pas légal. C'est pas possible. Il y a des contrôles ou bien des choses qui peuvent être contraires au droit européen. Ou voilà, il y a des choses que voilà, des élus peuvent avoir des idées qui peuvent être un peu mal, voilà, ou bien c'est pas soutenable sur le plan financier. L'administration, elle doit pas être contre par principe. Elle doit accompagner. Et c'est vrai que moi j'ai vu la différence entre l'AFE où il n'y a pas d'administrateur et où les élus travaillent seuls. Quand il y a des rapports, c'est les élus qui les ont écrits. Et au Sénat, où vous avez la moitié des rapports que les sénateurs écrivent, ils les ont même pas lus, parce que vous avez des administrateurs qui les écrivent. Donc en réalité, c'est une grosse différence. L'AFE, c'est peut-être pas le même niveau de qualité que les rapports parlementaires. Par contre, c'est vraiment les élus qui les ont faits. Euh, et ça aussi, quand tu dis le travail, etc., la formation, moi, tout ce que j'ai pu défendre au Sénat, c'est parce qu'en fait, quand vous avez une formation qui n'est pas liée à l'administration, à Sciences Po, etc., finalement, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai appris, que ce soit l'état civil, le fonctionnement, c'est à l'AFE, au Conseil supérieur des Français de l'étranger, qu'on l'apprend. Hein. Au niveau local, c'est plus compliqué parce qu'il y a moins d'interactions, il y a moins d'élus. Le consul, il a ses priorités, bien entendu. Il ne va pas avoir les mêmes priorités à Francfort et à Alger. Donc, en fait, vous allez avoir qu'une petite partie des choses. Euh, il est évident que ce n'est pas à Francfort que vous avez une grande compétence sur les certificats de nationalité française. Vous en avez peut-être un peu, mais pas le plus. Et sur les visas non plus. Alors qu'ailleurs, on va avoir d'autres sujets. Et donc, en fait, quand vous êtes à l'AFE, vous confrontez
et vous avez différentes personnes qui passent. Et donc, en fait, pour la formation, pour la formation des élus, c'est indispensable. Donc, effectivement, il y a c'est probablement très frustrant pour les élus consulaires de finalement être un peu en tête-à-tête avec les mêmes personnes dans un cercle restreint. Et c'est aussi le rôle des élus à l'AFE que de faire un peu collectivité, voilà, pour accompagner, transmettre, etc. J'avais trouvé que pendant le Covid, par exemple, le fait de faire des AFE qui étaient ouvertes à l'ensemble, ça n'avait pas été inutile parce que ça permettait effectivement à l'ensemble des conseillers consulaires de voir aussi ce qui se passait à l'AFE. Voilà, il y a des choses parce que c'est aussi vous ne pouvez pas faire correctement votre mandat sans formation. Et la formation, c'est pas venez un jour, on va vous faire une école pendant 2 jours. Non, c'est des gens bienveillants qui vous expliquent. C'est la confrontation des expériences et des problèmes. Et ça se passe à la FE, mais au niveau des conseils consulaires, c'est plus compliqué. Jean-Yves, je voudrais réagir à la relation avec l'administration et puis on va doucement refermer aussi ce webinaire. On s'était engagé à pas trop déborder. Quand on parle de relation avec l'administration, on en a parlé souvent dans la réunion publique, par exemple hier, où c'est un sujet qui revient souvent quand on discute avec Salia et Anne. Je pense qu'il faut aussi penser à la relation avec l'administration, pas seulement des élus, mais des citoyens tout simplement. Si on est en France, par exemple, on peut avoir avec son université, avec un hôpital, avec une administration, une difficulté. À partir du moment où quelqu'un ne rentre pas dans les cases, le système administratif a une tendance à bugger et on peut se retrouver dans une situation de blocage. Il y a des systèmes de médiation qui sont en place. Toute université, tout hôpital a un médiateur. Ça n'existe pas forcément pour les Français de l'étranger dans leur relation avec leur consulat. Et je pense que dans ces cas-là, l'élu de proximité, l'élu local, ça peut être la personne vers laquelle on se tourne parce que, par définition, elle aura déjà les contacts avec l'école française, avec le consulat, etc. Je pense qu'il faut aussi qu'on puisse faire valoir ça parce que ça veut dire que l'exécution du mandat, il n'est pas seulement dicté par les textes, c'est un sujet dont on traite souvent, c'est comment est-ce qu'on se positionne. Et effectivement, quelqu'un qu'on veut élire, nous, on a des têtes de liste, on a Salia, il y a Marc, il y a Julie. Ce sont des personnes qui seront disponibles pour les citoyens s'ils sont dans une situation de blocage. Et ça, c'est pas défini par le mandat, mais c'est comme ça qu'on peut aussi dire aux électeurs, choisissez une liste qui a du sens. C'est pas juste venir à des réunions. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est l'identité de la liste citoyenne. C'est cette proximité qui n'est pas définie par les textes, mais qui finalement est peut-être la plus utile, parce que sinon, les élus seraient interchangeables à venir siéger dans des commissions, mais le rôle, il va probablement au-delà de la manière dont il a été pensé. Absolument. Il faut, pour moi, les permanences, l'écoute et les permanences, c'est indispensable. D'abord parce qu'en fait, ça vous permet d'abord, d'être connu. Si vous envoyez des messages en disant il y a des permanences, au moins comme ça, les gens savent que vous êtes là. Alors après, ils viennent pas s'ils veulent pas. Moi, j'ai pu constater que petit à petit, il y a de plus en plus de Français qui n'y croient pas. C'est-à-dire que j'avais parfois plus dans mes mandats à la FE de gens qui venaient me voir il y a 20 ans qu'aujourd'hui, enfin, qu'il y a quelques années comme sénateur. Probablement pas que j'étais plus mauvais, mais simplement ils attendaient moins de la politique qu'il y a 20 ans. Donc il y a aussi ça. Mais effectivement, par contre, pour l'élu, c'est indispensable pour moi. Un élu qui ne fait pas de permanence, il n'a pas de carburant pour travailler. Enfin, je veux dire, il est là avec son idéologie, ses principes d'il y a 20 ans, et il ne va pas évoluer. À chaque fois, euh, franchement, les combats les meilleurs que j'ai pu mener, c'est des choses nouvelles qui ont été apportées par des permanences. C'est des gens qui viennent vous voir sur des sujets que vous n'attendez pas et qui vous expliquent un problème que eux ont, qui veulent partager. Alors pas nécessairement parce qu'ils sont perdus et qu'ils savent rien, mais parce qu'ils ont aussi envie, parce qu'ils sont citoyens et qu'ils se disent, ah ben, moi j'ai vu quelque chose qui est un peu particulier, a priori les élus n'en parlent pas, je veux qu'ils soient conscients du sujet. Et ça, c'est aussi important. C'est-à-dire que quelquefois, c'est parce qu'ils ont un problème et qu'ils ont vraiment besoin d'aide et qu'ils sont au bout du rouleau, mais quelquefois, c'est pas ça. Ils sont juste citoyens et ils veulent que les élus soient conscients d'un truc qu'ils ont découvert. Il faut être aussi à l'écoute de ça. Et franchement, c'est utile. Moi, j'ai toujours fait des permanences quand je me déplaçais parce qu'en réalité, à chaque fois, c'est là que vous prenez des idées nouvelles. C'est-à-dire, vous sortez du cadre et vous donnez la possibilité à tout citoyen de venir avec son idée, avec son problème. Et ça, il faut le faire. Et de la même manière, effectivement, il faut être visible pour qu'une personne qui a une difficulté, elle se dise, ben, en fait, voilà, les élus, ils servent. Alors, ils n'ont pas nécessairement le pouvoir, mais au moins, ils ont l'écoute, ils ont la compassion, et ils vont d'essayer derrière. Enfin, quand vous êtes au bout du rouleau, c'est déjà ça. Hein. Euh,
Il y a des choses qui sont infaisables, mais au moins on essaye et on accompagne et on est en communion avec eux. Anne? Oui, j'aimerais bien rajouter un petit mot de mon expérience de ce que tu viens de dire, Jean-Yves, parce que par exemple, moi, pendant mon mandat, donc qui était de 2014 à 2021, c'était celui, donc avant celui de Salia, les permanents, j'avais essayé de les mettre en place, ça n'avait absolument pas marché. J'étais toute seule au consulat. J'ai eu une ou deux personnes, donc j'ai laissé tomber. Et par contre, ce que tu viens de décrire, je l'ai eu plutôt en me déplaçant dans la circonscription, en allant voir les associations, en participant à des événements, en allant au conseil d'établissement des établissements de la Circo, où on peut également, bon, il y a le conseil d'établissement, mais après, on parle avec des profs, on parle avec des parents. Je me rappelle, et c'est là qu'après, les gens venaient vers moi ou m'étaient envoyés par ces Mmh. personnes-là pour résoudre des problèmes. J'ai décoincé, je me rappelle, un problème fiscal d'une prof du lycée de Düsseldorf, des choses comme ça. Et en fait, peut-être que c'est lié à notre circonscription. Et donc, ça me ramène un peu à la question de Brigitte tout à l'heure qui disait que les élus, enfin, les indemnités des élus ne sont pas assez élevées. Et là, je dirais que c'est le cas. En fait, on en est de sa poche. Parce que même s'il y a comme tu dis, j'ai connu les circonscriptions à FE avant la réforme de 2013, euh, c'est une proximité quand même assez relative. Nos circonscriptions sont très grandes, hein. Nous, on a un tiers de l'Allemagne, hein. C'est quand même quelques centaines de kilomètres, c'est 4 Länder. Donc, il faut se déplacer. Il faut se déplacer, c'est des frais de transport, des fois frais d'hôtel, etc., si on veut bien faire le mandat, justement. Et comment faire, c'est exactement ce que vient de dire Jérôme, que je vais résumer d'une autre manière, hein. Comment peut-on répondre aux besoins et faire remonter les préoccupations de gens si on ne les connaît pas, si on ne va pas les voir sur le terrain, hein. Donc, ça, c'était peut-être pas écrit dans les textes, mais c'est, à mon avis, indispensable pour l'exercice efficace de ce mandat, d'être en contact avec les gens et avec les gens de la circonscription. Et c'est vrai qu'il faudrait quand même doter les élus d'un peu plus de moyens pour le faire. C'est quand même handicapant pour certaines personnes, je pense. Voilà, il y a quand même une barrière à l'entrée du mandat, rien que de ce côté-là, en fait. En plus du temps, mais là, évidemment, le temps, la disponibilité, le travail, c'est encore autre chose. Voilà, je voulais rajouter cette expérience. J'ai envie de remercier Jean-Yves parce que Jean-Yves t'a pris du temps sur ta propre campagne. Tu interviens aussi dans beaucoup de circonscriptions parce que tu es très sollicité. Donc merci, merci beaucoup. Ah, mais c'était un plaisir, C'était, hein. même quand on connaît un peu le sujet, ce qui n'est pas forcément mon cas, mais on apprend toujours à discuter avec toi. Donc c'est vraiment merci pour ta disponibilité. Merci à ceux qui se sont et à celles qui se sont connectés parce que voilà, on continue et mercredi, on a un nouveau webinaire avec Mathilde Olivier, sénatrice Les Écologistes, et puis aussi avec Anne et Salia, évidemment, et Julie, probablement Valérie et moi-même, pour parler des différents acteurs associatifs, locaux, comprendre un petit peu les différents échelons, les différents rôles. On a beaucoup appris ce soir avec toi. D'accord, en tout cas, merci et puis bonne campagne, hein. Bonne campagne pour la liste de gauche de Francfort, hein. Voilà. Et Merci Merci beaucoup. bravo Jean-Yves. pour Beaucoup, l'union. Jean-Yves. Oui, c'est Merci. vrai qu'on a beaucoup Merci. appris. Merci, Merci. hein. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Bonne À soirée à toutes et bientôt. tous. Merci. 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 Merci.